Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite FAQ. Après la victoire du Barça contre le Rayo Vallecano, exactement. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je serai en live. Alors j'ai deux lives ce soir, un live à 18 h sur cette chaîne YouTube, tirage au sort de Ligue des Champions, je l'avais annoncé hier en fin de vidéo, alors je pense que pas grand monde l'a entendu, mais je ferai normalement donc un live à 18 h Ligue des Champions. J'espère que ça durera pas trop longtemps parce qu'après j'ai un live à 21 h, live gaming sur Twitch, Club Pro, on finit les playoffs, donc ça va s'enchaîner, Enfin bref, donc la FAQ les amis, il y a énormément de monde qui a participé, beaucoup de messages de soutien par rapport à Bernal aussi évidemment, donc je vais pas prendre les messages de soutien Bernal, on va prendre les questions comme d'habitude, on va essayer d'y répondre en freestyle, mais disons le plus clairement possible, essayer de me faire comprendre, j'aimerais beaucoup, mais voilà, donc merci à tous ceux, toutes celles et ceux qui ont participé à la FAQ, ça me fait plaisir. Je pourrais pas prendre toutes les questions évidemment, il y en a plus de 100, vous vous doutez bien. Donc on va faire une petite sélection. On commence avec Bonagotsbeat, Sidi Vaillé en doublure de Baldé, c'était pas mieux que Martin, perso surpris de son prêt. J'avoue que oui, après ça s'est joué durant la pré-saison on va dire, après ça s'est joué à la préférence. Flick préfère Gérard Martin que Vaillé à gauche, le choix était Gérard Martin en doublure, c'est un choix sportif, c'est un choix par rapport au profil, c'est les ressentis du coach. Je pense que le coach a étudié quand même, c'est ce qu'on avait entendu de toute façon, qu'il avait étudié un petit peu la B, étudié entre guillemets, mais qu'il avait regardé un maximum de matchs du Barça B. Je pense qu'il a suivi aussi, qu'il s'est renseigné, en tout cas qu'il a eu des rapports sur, non pas avec, mais sur Alex Vaillé, par rapport à son prêt, ce qu'il a fait à Levante. Donc après, il a décidé de ce qu'il a vu à l'entraînement. Ce qu'on avait vu dans la pré-saison, c'était qu'Alex Vaillé était remplaçant, était en tout cas utilisé plus en latéral droit. À aucun moment il a été utilisé en latéral gauche. Donc conclusion, c'était que Alex Vaillé n'était pas dans la tête de Flick un potentiel choix pour le poste de latéral gauche. Donc c'est un peu dommage parce que Alex Vaillé a un profil assez offensif. Alors si tu veux remplacer Baldé tout en gardant cette animation, comment dire, le positionnement de tes joueurs en fait. C'est-à-dire que si Koundé, tu vas lui dire de monter un petit peu, mais on sait que Koundé c'est pas un latéral très offensif, c'est plutôt Lamine Yamal qui va avoir le rôle de potentiellement déborder tout ça, le rôle le plus haut sur le terrain. Koundé il va être là juste en soutien. On a vu contre le Rayo Vallecano d'ailleurs en deuxième mi-temps qu'il a très bien fait son travail, et on a vu donc par rapport au match du Rayo Vallecano et par rapport à Gérard Martin, on a vu que Gérard Martin c'était compliqué, que la plupart des ballons qu'il a touchés, où il a interagi avec ses coéquipiers, il a joué très bas, qu'il n'avait pas le profil d'un Baldé qui pouvait se projeter vers l'avant un petit peu plus, même s'il l'a fait en deuxième mi-temps. Mais après moi qui ai suivi Gérard Martin, en tout cas qui ai suivi la B la saison dernière, Gérard Martin il s'est souvent retrouvé assez haut et il y avait une certaine alternance, tu vois, c'est à dire que quand on avait un latéral droit, par exemple Casado à un moment donné avec la B il avait joué latéral droit et il rentrait dans l'axe, et quand le Barça B voulait sortir le ballon, faire des sorties de balle avec trois défenseurs, Gérard Martin était utilisé comme troisième central, tu vois, mais ça ne l'empêchait pas par moment de monter. Il y a eu différentes manières de jouer la saison dernière avec la B, et Gérard Martin a soit joué un petit peu plus bas, soit joué un petit peu plus haut. Il est capable de le faire maintenant, il n'a pas le profil d'un Baldé qui va percuter, qui va essayer de dribbler. On a vu Alex Vaillé très intéressant pendant la pré-saison. Moi Alex Vaillé je l'avais déjà connu avec la B quand il avait remplacé Baldé qui était monté avec la A mais puis après qui s'était blessé et tout ça, et Alex Vaillé avait fait du très bon travail, il a fait un très bon prêt à Levante. Moi j'aime beaucoup Alex Vaillé, franchement quand je vois Alex Vaillé je me dis qu'il peut très bien concurrencer très sérieusement en plus de ça Baldé, que Gérard Martin je pense pas encore, ou dans le profil en tout cas. Personnellement c'est mes sensations, mais je préfère un joueur comme Alex Vaillé qu'un joueur comme Gérard Martin. Si on veut avoir un joueur offensif sur le côté gauche, le choix Gérard Martin par rapport à Alex Vaillé, je ne le comprends pas. Donc moi je pense que oui, c'est un mauvais choix entre guillemets, enfin l'avenir nous le dira si c'est un bon ou un mauvais choix, mais je pense que moi par rapport à ce que j'aurais aimé et par rapport à ce que je vois dans l'équipe là, si tu veux un latéral gauche qui va apporter offensivement
offensivement. Alex Vaillé a plus ce profil-là, donc j'ai du mal à comprendre. Peut-être que ça a un rapport avec le délire de il a pas pu être enregistré en équipe première, donc du coup son prix il a baissé. Pour éviter qu'il y ait un club qui l'achète ou quoi, eh bien il est parti en prêt pour un peu protéger, pour attendre, tu vois. Franchement, j'en sais rien. Sportivement parlant, c'est étonnant. Ensuite, on a Loïc, donc qui dit saison terminée pour Bernal. Oui, de toute façon, entre temps, bon là, la FAQ, elle date, la boîte à questions date après le match. Je pense que tout le monde a vu, c'est les croisés pour Bernal. Donc fin de saison, il reviendra dans un an. Début de saison prochaine, voire peut-être un peu plus tard, peut-être novembre prochain. Peut-être que le Barça va prendre son temps. Peut-être que le joueur, ça dépend comment aussi sa rééducation se passe, tout ça. Mais oui, c'est une fin de saison. C'est bien dommage parce qu'au bout du 3e match, c'est déjà une fin de saison. Pour un joueur quand même très prometteur, tu aurais pu déjà être installé à ce poste-là pour l'avenir, déjà, tu vois, très jeune, mais histoire de prendre ses marques, de prendre de la confiance un maximum, de se développer aussi au plus haut niveau comme ça assez tôt, ça te permet de vraiment t'améliorer, et c'est aussi une prise de risque parce que forcément les jeunes comme ça, bah voilà, c'est dommage après pour leur carrière quoi. Enfin bref, saison terminée. Ensuite on a Baye Fall qui dit Rafinha devient de plus en plus important pour l'équipe, tu trouves pas? Ouais, de plus en plus important. Après, il l'était déjà en soi. Franchement, il était déjà la saison dernière quand Dembélé il est parti. En vrai, je m'en souviens plus trop comment on a joué la saison dernière en début de saison. Qui était l'ailier gauche? La moitié de saison dernière, c'est-à-dire à partir de janvier ou février, quelque chose comme ça. Rafinha, il a pris vraiment beaucoup plus d'importance. Il a commencé à quand Xavi l'a remis à gauche, en fait, on a remarqué que finalement c'était pas mauvais parce que quand il y avait Dembélé la saison d'avant, c'était la première saison de Rafinha, quand on essayait de mettre Rafinha à gauche, ça marchait pas trop, et Dembélé à gauche, il était moins à l'aise, il était mieux à droite, donc on avait un peu de mal avec ça, et Rafinha avait été testé à gauche, il était pas foufou. Et là, la saison dernière, pour le coup, quand on l'a retesté à gauche, notamment contre le PSG, franchement, il a été très très chaud, voire peut-être le meilleur joueur sur le terrain, quoi. Mais Rafinha, oui, il a pris de l'ampleur déjà en fin de saison dernière, où vraiment c'était limite un des meilleurs joueurs de la fin de saison. Et là, avec Flick, mais c'est pas étonnant en soi. C'est typiquement le genre de joueur, le style de joueur que Flick il aime bien. Des joueurs qui vont mettre énormément d'intensité, qui vont pas s'arrêter de cavaler, qui vont être agressifs et tout ça, qui vont être des joueurs aussi très verticaux, qui vont jouer tout le temps vers l'avant, droit au but, comme l'OM. Flick, il aime bien ce style de joueur, je pense. Donc ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas que Rafinha prenne de l'importance. Moi, je le vois bien titulaire à gauche, avec Dani Olmo au milieu. Ensuite, on a SHHS, j'ai du mal à prononcer ton blaze, qui dit Ferran n'a aucune dignité ou quoi? Je comprends pas trop la question, j'avoue. Quel est le rapport avec le fait que Ferran soit sur le terrain et qu'il ait pas de dignité? J'ai du mal à saisir un peu le délire. Je sais pas pourquoi Ferran est critiqué, parce que attendez, laissez-moi finir ma phrase quand même. Le fait qu'il soit sur le terrain, c'est un choix du coach, les gars. C'est un choix du coach. Après que Ferran soit mauvais, ça, oui, ça on peut le critiquer. Lui directement, il est mauvais, tu fais des mauvais choix, tu fais la mauvaise passe, le mauvais contrôle. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. On sait tous que Ferran, on connaît tous. Le débat est infini, les gars, et n'a aucun intérêt. Genre, à partir du moment où tout le monde sait que Ferran Torres n'a pas le niveau pour jouer au Barça, pour être titulaire au Barça, on peut continuer pendant 1000 ans à dire Ferran Torres et le critiquer. Certes, mais ça, pour moi, ça n'a aucun intérêt vraiment. Après, on peut continuer. Voilà, on peut continuer. Faites ce que vous voulez, les gars. Mais quel est l'intérêt? Je ne vois pas l'intérêt. Et comme je l'ai dit, Ferran Torres, s'il est sur le terrain, les gars, c'est un choix du coach. C'est pas Ferran Torres qui fait le 11, les gars. Voilà, c'est une petite précision si jamais quelqu'un l'avait oublié. Mais bref. Mais ne vous inquiétez pas, Ferran Torres, je pense, va sortir du 11 quand même au bout d'un moment. Là, il y a Olmo qui a pu être enregistré. On va avoir quand même le choix. Rafinha qui a été utilisé au milieu. J'ose espérer qu'au bout d'un moment, il va être utilisé ailier. Ou alors à ce moment-là, tu mets Dani Olmo ailier et Rafinha au milieu. Bon, moi, je mettrais quand même Rafinha ailier gauche, qui rentre dans le demi-espace gauche, tu vois. On l'a vu que ça fonctionnait bien avec Baldé. Il n'y a pas de raison que ça soit pas ça le truc. Maintenant, bon, je ne suis pas coach non plus. Ensuite, il y a MDK qui dit pourquoi on n'en parle jamais du bon vieux Marc-André. Alors, je pense que tout le monde en parle, mais je sais pas. Qui n'en parle jamais? Tout le monde sait que c'est pareil, Ter Stegen, même combat, hein. C'est comme si il y en avait qui disaient avant, pourquoi on parle jamais de Sergi Roberto? Qui ne parle pas de Sergi Roberto? Tout le monde parle de Ter Stegen, et on sait très bien que le débat sur le niveau de Ter Stegen est très ouvert, hein. Le débat, après, en vrai, il n'y a pas trop de débat. Il y en a certains qui disent manquez pas de respect à Ter Stegen quand même, mais en tout cas, on sait très bien que Ter Stegen, son surnom c'est
terstatique les gars, ou terstatu, donc déjà tu vois, on n'en parle jamais. Si, je pense qu'il y en a quand même certains qui en parlent. J'en ai parlé lors de ce match-là, de se prendre un but à son premier poteau, c'est pas normal, et c'est pas la première fois. Il y a ce sujet-là, Ter Stegen, et je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir aller chercher un autre gardien. Pour le moment, je pense que le débat est ailleurs. C'est que le truc, c'est que c'est pas la priorité. Regardez, les gars, regardez notre mercato en fait. On peut enregistrer quasiment personne, on peut signer personne, on n'est pas au 1 pour 1. On nous avait dit qu'on serait au 1 pour 1 en juin. On est le 29 août là, actuellement, on n'est toujours pas au 1 pour 1. Peut-être qu'on le sera après le mercato, du coup, je ne sais pas. Mais pour le moment, c'est pas le cas, donc on peut pas vraiment faire un mercato normal. Pourtant, on nous avait dit que si, mais on peut pas. Donc ok, maintenant, est-ce que la priorité c'est d'aller chercher un gardien ou d'autres postes? Bah je pense que d'abord c'était d'aller chercher d'autres postes. Ter Stegen, il a l'expérience, tout ça. C'est pas le moment de... tu vois, si on avait le choix, si on avait été au 1 pour 1, si on pouvait aller chercher un gardien, un latéral, un ailier, un milieu, allez les gars, on refait la moitié de l'équipe. Là, je pense que... Et j'espère quand même que le club aurait réfléchi à tout ça et aurait dit au revoir à Marc-André et aurait acheté Mamardashvili, par exemple. Franchement, maintenant c'est trop tard, il est parti à Liverpool. Finito. Mais quand même, j'espère que si on avait eu l'argent et pu faire un mercato normal, j'espère que quand même notre direction sportive aurait choisi de se séparer de Ter Stegen. Parce que là, on voit clairement que le gars, depuis quelques années, le niveau est compliqué. Il a fait une très bonne saison, la saison là où on est champion de Liga. Là. La dernière fois qu'on a gagné la Liga, donc pas la saison dernière, la saison d'avant. Il fait quand même une très bonne saison, mais là c'est compliqué quand même. Hein. Ensuite, question de ND Taha qui dit: je trouve que Pedri a un gigantesque potentiel statistique haut sur le terrain. T'en penses quoi? Ouais, j'en pense pas moins. Je pense que oui, Pedri a un gros potentiel. Offensivement, il est capable de faire des belles choses quand il est très haut sur le terrain. Maintenant, c'est sûr que c'est pas le style de joueur qui va tout le temps essayer de chercher la frappe, tout ça. Par exemple, quand on compare à Dani Olmo, qui a été son remplaçant pendant l'Euro, c'est pas le même style de joueur. Dani Olmo va être un joueur plus vertical et a tendance à plus chercher la frappe directement, sans contrôle, à l'entrée de surface. Entrée de surface, il va être plus attiré vers le but qu'un Pedri. Ça, c'est clair. Mais c'est parce que Pedri ici est beaucoup plus complet en tant que milieu de terrain. Pedri, c'est un joueur pour moi qu'on peut pas vraiment mettre dans une case. C'est un joueur hors du temps, quoi, hors du football. Pedri, c'est un joueur qui est tellement complet et qui a tellement un volume de jeu sur le terrain, il peut tout organiser, tout faire en fait. Et du coup, je pense que Pedri, pour moi, peut-être qu'il peut avoir en termes de stats un truc plus élevé, c'est-à-dire marquer un petit peu plus de buts, faire plus de passes décisives. Après, les passes décisives, ça dépend des buteurs devant, mais je pense qu'il est capable de faire mieux en termes de stats. Maintenant, par rapport à son jeu, son profil, je pense qu'il doit être plus organisateur sur le terrain. Par exemple, quand tu as un Dani Olmo ou même un Fermin Lopez à côté de lui, si tu mets un milieu de terrain avec un 6, là actuellement Flick joue avec un seul pivot et Pedri, et par exemple tu mets Dani Olmo à côté de lui, comme on a vu en deuxième mi-temps contre le Rayo. Et bien Pedri, même s'il a marqué, au final il s'est projeté. Quand il y a l'occasion, faut qu'il y aille, tu vois, faut qu'il se projette quand il y a la place. Mais sinon, je le vois plus comme un organisateur, le mec qui va gérer le milieu de terrain en termes de jeu, d'orientation, de tempo, de tout ce que tu veux. Et à côté, un mec comme Dani Olmo qui va être plus attiré vers le but, plus dribbleur, plus essayer de... plus attiré vers le but en fait. Et ben, je le vois plus lui stater, tu vois. Mais oui. Après, Pedri, il a un potentiel pour faire mieux en termes de stats, c'est clair. Ensuite, on a Riyad qui dit: le problème de titulariser des gamins de 17 ans, c'est qu'ils finissent par se faire les croisés. Bon, alors, il y a eu débat là-dessus, forcément. Quand, fin du match, on voit ça. Moi, j'avais les nerfs. Hein. J'étais énervé pour le joueur, énervé pour l'équipe. Pour la carrière du joueur, surtout, ça me dégoûte en fait. Plus que pour l'équipe, moi c'est pour la carrière du joueur, ça me dégoûte. Et c'était pareil pour Gavi en fait. Donc t'as tendance à chercher un responsable dans ces cas-là, mais c'est sûr que la blessure, elle a rien à voir avec... elle peut arriver à tout moment. En soi, elle peut même arriver à l'entraînement par exemple. Tu vois, et rien à voir avec l'âge non plus. Et puis on a vu des trucs sur les réseaux, des gens, des spécialistes, je crois, ou des mecs qui s'y connaissaient un petit peu plus que d'autres en termes de médecine, tout ça là, qui disaient que c'était quand même mieux qu'un joueur jeune, et en gros que cette blessure arrive à un joueur jeune plutôt que quand t'es en milieu de carrière. Imaginez un Frenkie de Jong ou un mec autour de cet âge là, même un peu plus jeune, 24, 25, 26 ans, qui se fait les croiser, c'est très compliqué après pour revenir au top niveau. Un joueur de 17 ans, ça va être plus facile pour lui parce qu'il est plus jeune, il va mieux récupérer en gros. Ses cellules, je sais pas quoi, vont être plus jeunes, plus fraîches pour récupérer. Donc en soi, ça c'est le côté
positif, on va dire, même si franchement j'ai du mal à trouver du positif là-dedans. Voilà, comme vous le savez, de toute façon les croisés c'est pas des blessures de fatigue évidemment. On se dit que ça aurait pu être évité, moi c'est ce que j'ai dit dans mon débrief, ça a pas été très bien compris par tout le monde mais j'ai l'habitude. C'est surtout que ça aurait pu être évité parce qu'on n'était pas obligé de laisser Bernal sur le terrain, mais en soi tu peux pas prévoir que, déjà tu peux pas prévoir une blessure, en soi tu peux pas, sauf si tu sais que le joueur a tendance à être souvent blessé, un mec comme Pedri par exemple, et qu'il est très fatigué, qu'il enchaîne beaucoup de matchs, tu peux prévoir qu'il peut potentiellement se blesser. Mais une blessure comme ça, tu peux pas le prévoir. Les croisés, tu peux pas prévoir parce que c'est sur un choc. Voilà, mais quand tu vois que le match est un petit peu haché, qu'en face c'est débouché et que la fin de match on gagne et on doit gérer la fin de match, peut-être que tu peux te dire que moi en fait là où je vais critiquer le choix d'avoir laissé Bernal sur le terrain, c'est surtout que si tu considères que Bernal est le seul joueur que tu as qui peut jouer en 6, parce qu'apparemment Casado n'est pas un 6, je sais pas pourquoi, et que Garcia était le remplaçant de Bernal, et que Garcia va probablement partir, ou en tout cas Garcia a été blessé, et tu avais Casado sur le banc, tu as un joueur qui peut jouer à ce poste-là, tu considères quand même que sur toute la saison, pour le moment, ou en tout cas pendant plusieurs mois encore, tu vas avoir un seul joueur à ce poste, c'est Bernal, et bah tu vas essayer de le préserver quand même un minimum, potentiellement d'une dinguerie, d'une blessure, ça se trouve il peut se faire découper, tu sais pas. Donc tu te dis, on est en train de mener, on est en train de gagner, je vais faire entrer Casado, surtout que le mec quand même, niveau agressivité, c'est supérieur à Bernal, pas niveau physique, mais niveau agressivité, tu sais qu'il va y aller, tu sais qu'il va rentrer, il va donner sa vie sur le terrain. Casado, pour ceux qui le connaissent en tout cas, vous le savez. Donc tu te dis que ça aurait pu être évité en fait, mais c'est sûr que la blessure tu peux pas la prévoir quand même dans tous les cas. Voilà, c'est ce genre de truc, ça fout le seum à tout le monde quoi. Ce genre de blessure ça fout la haine. Donc ensuite il y a Jean-Baptiste qui dit comment tu as trouvé le match de Gérard Martin, donc je vais un peu parler tout à l'heure, donc je vais pas faire très long, mais Gérard Martin ça a été très compliqué en première mi-temps, je l'avais expliqué dans le débrief de toute façon. C'est sûr qu'on avait un Ferran Torres très axial et on voyait, on l'a vu sur l'analyse hier, qu'il y avait beaucoup d'espace devant Gérard Martin et on voit un moment en première mi-temps où il essaie d'envoyer le ballon sur Ferran Torres et Ferran Torres fait sa course en profondeur, mais il y a 80 mètres les automatismes, la connexion entre les deux n'a pas du tout fonctionné. Un Gérard Martin aussi qu'on a senti un petit peu fébrile, je pense qu'il était un petit peu sous pression, un petit peu peut-être dépassé par l'événement, surtout que le Rayo Vallecano est une équipe qui est très agressive, qui va mettre beaucoup d'intensité. On a senti début de match que même défensivement, hein, même pas une question d'attaquer, de jouer avec Ferran Torres, mais même défensivement, Gérard Martin, il était un peu perdu. On l'a vu dans l'analyse, des fois il savait pas qui marquer, il serrait pas assez près ses adversaires, donc il paraissait pas très concentré. On aurait dit qu'il était un petit peu perdu, qu'il avait peut-être un peu les jambes tremblantes. Tu vois, démarrer comme ça titulaire à un match, alors c'est contre le Rayo, en soi c'est pas un adversaire très mais c'est à l'extérieur et on sait que le Rayo c'est pas facile, on n'avait pas gagné depuis 6 ans là-bas, donc je sais pas si c'était le bon match pour faire démarrer Gérard Martin en tant que titulaire, mais la deuxième mi-temps était beaucoup mieux. Parce que la première mi-temps, c'est sûr que le but arrive de son côté et il est quand même en partie fautif, même si Ter Stegen, bon bref. Mais voilà, et on l'a senti un peu dépassé. En deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. On l'a senti plus en confiance. Toute l'équipe jouait plus haut. On a eu un Barça dans l'ensemble qui était mieux et lui aussi, du coup, était un petit peu mieux en deuxième mi-temps. Est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'il va monter en puissance, gagner un peu de confiance pour faire souffler Baldé de temps en temps? Je l'espère parce que Baldé, si on n'a pas Baldé, on a Gérard Martin titulaire et on n'a personne d'autre. Il y a Hector Ford qui peut jouer à gauche. On l'a vu, mais c'est tout quoi. Donc c'est quand même très très léger. En termes de doublure, les gars, en défense, c'est très très léger. Ensuite, il y a Black Henry Yondo qui dit « Salut Café, salut ». Qui pour remplacer Bernal en pivot, pour quelle animation? De toute façon c'est pas très compliqué, même si apparemment si, ça a l'air compliqué, ça a l'air de... Je sais pas pourquoi ça fait débat, j'ai du mal à saisir tout ça, mais on n'a plus qu'un seul pivot dans l'équipe. Son nom est Marc Casado, il a joué en pivot toute sa vie, il a été formé en pivot, il a joué en pivot dans toutes les catégories du Barça. Maintenant... Flick ne considère pas Casado comme un potentiel pivot, donc ça c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, mais certes c'est les choix du coach, mais quand tu vois le reste de l'équipe, Garcia est blessé, ou Garcia va partir, j'en sais rien, mais en tout cas à l'instant T, je crois qu'il n'est pas disponible, donc... Il te reste qui peut jouer pivot. Les seuls qui ont joué pivot là pour le moment depuis que Flick est arrivé en tout cas, ou même la saison dernière, c'était Christensen qui avait joué à ce poste, c'était donc Bernal qui était le titulaire, il y avait Garcia qui était le remplaçant, les trois sont pas disponibles. On avait Romeu la saison dernière,
il n'est plus là. Il y avait Gundogan qui avait joué en pivot, même en pré-saison aussi, avec Flick là, pendant la tournée des États-Unis, le dernier match, je crois. Gundogan, à un moment donné, a joué pivot. Gundogan est parti. Donc là, pour le moment, le seul qui a joué ou qui peut jouer pivot, c'est Casado en fait. Il reste que lui. Donc si en plus de ça, au mercato, on ne va pas chercher un gars, eh bien tu mets qui? Il reste qu'un joueur en fait pour jouer à ce poste-là. Donc peut-être qu'on va mettre quelqu'un d'autre. Hein. Il y en a beaucoup qui parlent dans la commu, qui parlent de Pau Prime. Je sais pas s'ils connaissent bien Pau Prime, s'ils l'ont vu jouer, mais pour moi, Pau Prime n'est clairement pas prêt. Clairement pas prêt à l'intensité. Pau Prime est un joueur très intelligent, beaucoup de qualités techniques, de passes, très intelligent, un QI football, voilà, c'est pas Busquets, mais souvent il est comparé à ce style-là de joueur un peu cérébral, positionnel, qui va très bien savoir se placer, très bien orienter le jeu, assez calme, mais c'est un bébé. Les gars, juste pour information, Pau Prime est plus âgé, Bernal, mais Bernal lui est passé devant, en 3ème division, pas avec l'équipe A. Avec l'équipe A aussi, mais Bernal est passé devant Pau Prime et même devant Casado par rapport au choix du coach pour la A. Casado n'étant pas considéré comme un pivot par Hansi Flick. Quand il n'y a plus Bernal et plus Casado en équipe B, Pau Prime est maintenant titulaire en équipe B. Mais je suis désolé, quand on le voit jouer rien qu'en 3ème division, physiquement, il a du mal. Il n'a pas l'agressivité, il n'a pas le caractère non plus pour s'imposer et on voudrait mettre Pau Prime en équipe première. Je pense que c'est trop tôt. Je ne dis pas que Pau Prime ne pourra jamais le faire, mais à l'instant T, pour moi, Pau Prime n'est clairement pas prêt à monter en équipe A. Donc là, à l'instant T, pour moi, on n'a que Casado, donc je vois pas d'autre choix que de mettre Casado. Après, quand il y aura des retours de Gavi, de Frenkie de Jong, là, ça sera différent. Ça sera différent. Et je pense, et je l'ai dit, mais peut-être que ça n'aurait pas été le cas si Bernal ne s'était pas blessé, mais je pense que Frenkie sera installé en 6 par Hansi Flick. Par rapport au profil et ce que veut faire Flick, j'ai la sensation qu'il veut installer Frenkie à ce poste-là. Frenkie qui n'est pas vraiment un 6. Hein. Au final, Bernal pour moi n'était pas vraiment totalement un 6 non plus. En tout cas, pas prêt à être un 6 avant. Et puis là, il nous a fait mentir parce qu'il est très très bon. Donc peut-être que Flick arrivera à faire de Frenkie enfin un 6. Et peut-être que ceux qui disaient que Frenkie était un 6 auront enfin raison parce que finalement, il deviendra un 6 sous Flick. Je ne sais pas. Toutes ces questions-là me passionnent. Et on aura la réponse quand Frenkie de Jong sera revenu, sauf que Frenkie de Jong apparemment doit se faire opérer de la cheville, sinon il reviendra jamais à 100%. Donc si il se fait opérer de la cheville, bon, je sais pas quand est-ce qu'on va le revoir, mais peut-être en décembre, donc on n'est pas prêt d'avoir une solution. Si personne ne vient au mercato, il n'y a que Casado. Voilà, la réponse est celle-ci. Ensuite, il y a Yanis qui dit Rafinha à gauche, ça a tout changé avec l'entrée d'Olmo. Effectivement, Olmo au milieu a fait beaucoup de bien par sa disponibilité. Le fait qu'Olmo soit au milieu aussi, ça a plus aidé à gérer aussi le contrôle du milieu, le contrôle du match. On a mieux contrôlé le match parce que Olmo, c'est un meilleur milieu que Rafinha. Clairement, Rafinha, il est bon. Certes, mais il n'a pas le calme d'un milieu. C'est-à-dire que si il va venir aider, il va venir faire les efforts, mais des fois avec ballon, il a tendance à trop vouloir aller vers l'avant sans avoir cette petite qualité qu'il faut au milieu pour des fois aussi calmer le jeu ou faire un petit... On peut pas dire que Rafinha soit un dribbleur. Et Dani Olmo a fait du bien au milieu, voilà. Je pense, voilà, sans vouloir critiquer Rafinha, hein, mais c'est logique que le Barça joue mieux quand Rafinha n'est plus au milieu aussi, et surtout quand tu fais rentrer Olmo au milieu. Et en plus de ça, Rafinha, comme tu l'as dit, ça a tout changé quand il est passé à gauche parce que il a été largement supérieur à Ferran Torres, ça c'est une évidence, mais il était pour moi mieux positionné, plus proche. Il était entre l'attaque et Gérard Martin, ce qui a aidé aussi Gérard Martin à pouvoir combiner. Et il y a eu beaucoup d'actions sur le côté gauche en deuxième mi-temps, alors qu'en première mi-temps, c'était inexistant le côté gauche. Et ce n'est pas un hasard. C'est aussi parce que Rafinha était bien placé, arrivait à se proposer dans la profondeur, arrivait à combiner un petit peu avec Gérard Martin. Et ça s'est beaucoup mieux passé. Donc j'ai envie de voir aussi une continuité avec Rafinha à gauche et Baldé à côté de lui, pour avoir une connexion qui s'installe entre Baldé et Rafinha. Ça peut être sympa, c'est ce qu'on avait vu en fin de match si je me trompe pas, contre Bilbao, et ça avait été intéressant quand Rafinha était repassé à gauche. Donc moi j'aimerais bien que Rafinha reste vraiment à gauche, s'installe à ce poste là. On ne pourra pas faire venir qui que ce soit, Chiesa, je sais pas quoi, Chiesa c'est mort, il est parti à Liverpool. Donc on a en ailier gauche, on a Ferran Torres, on a Rafinha et on a Dani Olmo qui peut jouer. Je préfère quand même que Dani Olmo soit au milieu de terrain que Rafinha. Donc autant installer Rafinha à ce poste-là. Pas besoin d'aller chercher un ailier, de toute façon on ne peut pas. Voilà, on installe Rafinha titulaire, on verra la saison prochaine, j'en sais rien. Rafinha titulaire, ailier gauche, Lamine Yamal à droite. On n'a pas de doublure, voilà, Pau Vitor qui peut jouer un peu sur les ailes mais qui n'est pas forcément un ailier. On aura peut-être le retour d'Ansu Fati aussi, un de ces quatre. C'est un peu léger les doublures, mais est-ce qu'on a le choix? Non. Ensuite on a Marto, mais qui dit
j'aime bien t'appeler comme ça, désolé. Dani Olmo a-t-il un Ferran Torres dans chaque orteil? Moi, ce qui me fait rire surtout, c'était que quand Dani Olmo était annoncé comme signature du Barça, quand le Barça s'intéressait à Dani Olmo, pas forcément que cette saison, hein. Je parle même de la saison dernière, il y en avait qui disaient que Dani Olmo était annoncé au Barça ou Xavi voulait Dani Olmo parce qu'il était espagnol, parce qu'il était catalan, mais qu'il n'avait pas forcément de talent. Il y en avait beaucoup qui disaient Dani Olmo était un Ferran Torres bis. C'est ce qu'on entendait, hein. C'est ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux. Alors on sait que les réseaux sociaux quand même, ce n'est pas un gage de qualité, hein. Loin de là, bien au contraire même, parce qu'on voit de tout et n'importe quoi, et beaucoup de trolls et beaucoup de gens qui ne connaissent pas et seulement qui critiquent, qui viennent critiquer sans comprendre quoi que ce soit. Il y en a beaucoup. Donc voilà, il y avait ces trucs-là. Et puis bon, là au final, on a vu que Dani Olmo est venu au club alors qu'il n'y avait plus Xavi. Donc au final, je pense que c'était peut-être choix même de Flick, peut-être. Je sais pas en vrai. Je sais pas si Dani Olmo est un choix. Je sais pas si Flick a demandé expressément à la direction de signer Olmo parce que c'est le style de joueur. Mais quand on voit le style de joueur qui est Dani Olmo, c'est le style, à mon avis, qui peut aussi plaire à Flick. Dani Olmo a beaucoup de talent. C'est un joueur qui était un petit peu irrégulier parce qu'il avait des problèmes physiques, mais Dani Olmo, c'est un joueur qui a énormément de talent, hein, qui est assez sous-coté parce que sa carrière, voilà, il est parti jeune du Barça, il est parti à Dinamo Zagreb, non, il me semble. Et après, voilà, Leipzig, c'est pas un gros club, donc il est un peu sous-coté parce qu'il joue pas forcément dans un gros club et parce que peut-être que c'est un Espagnol aussi. Les Espagnols sont pas hyper cotés en soi. Mais ça reste un joueur, oui, très talentueux, Dani Olmo, et qui va faire énormément de bien. On l'a vu avec son entrée, comme je l'ai dit après le match, ou plutôt après mon analyse, faut pas attendre à ce que Dani Olmo fasse ça tous les matchs de la saison, qui rentre, qui mettent le feu à toutes les pelouses et qui claque des buts sur buts à tous les matchs. Peut-être que ça sera pas le cas, je l'espère pour lui, mais faut pas s'attendre à ça. Mais en tout cas, ce style d'apport dans le jeu, tout ce qu'il a fait là pendant le match, il est capable c'est un joueur qui peut reproduire ces choses-là tous les matchs. On l'a vu pendant l'Euro. Certes, c'est juste une compétition d'un mois et voilà, pendant un mois, tu peux très bien être en feu et faire un mois de folie et après voilà, rien. Mais pour ceux qui suivent Dani Olmo, pour ceux qui connaissent un peu le joueur, on sait que c'est ce style de joueur-là qui est capable de faire des différences dans les petits espaces, qui est très intéressant dans les petits espaces, très technique, qui peut être dangereux dans les petits espaces à l'entrée de la surface. Point de pénalty, entrée de surface, c'est un joueur qui peut apporter énormément de danger. Et ça, c'est très intéressant pour le Barça. Le Barça qui se reposait beaucoup sur Lamine Yamal en termes de dribble pour faire des différences. Et là, avec Dani Olmo, alors c'est pas un dribbleur comme Lamine Yamal, c'est pas un mec qui va aller en 1 contre 1 fixer ses adversaires et faire des feintes. Lamine Yamal a martyrisé le latéral gauche là, mais c'est un joueur qui va énormément apporter par sa qualité technique quand même dans les petits espaces et qui pourra faire beaucoup de différence, je pense. Et la connexion Dani Olmo-Lamine Yamal, attention les yeux, je pense. Ça peut être très intéressant cette saison. Ensuite, on a Mati qui dit contre des grosses équipes, genre par exemple Real, Atlético, est-ce qu'un seul pivot suffirait? Alors, ta question, elle est intéressante, mais elle n'est peut-être pas complète parce que qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce qu'un seul pivot suffirait en phase offensive ou en phase défensive? C'est-à-dire que est-ce qu'on a besoin d'un double pivot pour avoir à la construction, c'est-à-dire avoir par exemple une défense à 3, un double pivot pour sortir les ballons plus facilement? Je ne sais pas. Si on arrive à le faire avec un seul pivot, la sortie de balle, il n'y a pas de raison de jouer en double pivot, tout ça. Et puis après, des fois, on le voit par moment quand on a vraiment du mal à sortir le ballon. On avait Bernal qui était en pivot et on avait Pedri qui redescendait très bas juste pour sortir les ballons. Puis après, il remontait un petit peu, tu vois. Et puis après, quand on défend, les gars, on défend pas en 4-3-3, on défend en 4-4-2. La plupart des équipes maintenant le défendent comme ça. La plupart des équipes se transforment, on va dire, et défendent. Les seules équipes qui défendent pas en 4-4-2, limite, ça va être ceux qui attaquent par exemple en 3-5-2, tu vois, qui ont des pistons. Ils vont défendre à 5 par exemple. Encore que peut-être que des fois certaines équipes défendent quand même en 4-4-2, j'en sais rien. Mais nous on défend en 4-4-2. On a les latéraux qui redescendent donc pour former une défense, une ligne de 4. Devant on a les ailiers qui descendent. Les ailiers qui descendent au milieu. On a le pivot avec Pedri, en l'occurrence. Là, c'était ça sur les derniers matchs. Bernal donc, et Pedri qui défendent. Double pivot. 2 au milieu. Lamine Yamal, Rafinha par exemple ou Ferran Torres en l'occurrence, là c'était Ferran Torres à gauche. Et en attaque, les deux attaquants qui pressent les deux défenseurs centraux.
ou en tout cas qui pressent la défense, qui gênent la relance, c'était Lewandowski et c'était Rafinha. Donc est-ce que ça suffira? En soi oui. En soi oui. Maintenant ça dépend les joueurs qui sont sur le terrain. Est-ce qu'ils sont assez bons défensivement ou pour faire les efforts pour que ça soit solide? Je ne sais pas. Mais en tout cas je pense que oui. Un seul pivot c'est pas le problème, je pense. Ni défensivement ni offensivement. Parce que tu peux avoir par rapport à ton animation, par rapport au mouvement des joueurs en fait, c'est à partir du moment où des joueurs bougent sur le terrain et apportent des solutions, et à partir du moment où en phase défensive ils font les efforts, en soi il n'y a pas de raison d'être inquiet. Sauf si vraiment les joueurs qui sont sur le terrain sont nuls, là on peut être inquiet. Ensuite on a une question de Halim qui dit il est passé où pas au Victor, il mérite de jouer plus, non? Oui, il mérite de jouer plus. Maintenant faut voir les matchs aussi. Tous les matchs qu'on a joués pour le moment, c'était des matchs assez serrés. On a eu 2 gros matchs, Valence, Athletic Bilbao. Ce sont des matchs, des grosses affiches, on va dire, des matchs pas évidents. Là, contre le Rayo Vallecano, on a trouvé la solution assez tardivement. Donc pour moi, là c'est pas vraiment étonnant. C'est le même débat qu'on avait la saison dernière avec Victor Roque, par exemple. Quand on le voyait rentrer en toute fin de match, ou en tout cas des fois qu'il rentrait pas. C'est la même raison pour moi. C'est que quand tu vas chercher une victoire à la 85e minute, tu vois, si là au final Pau Victor est rentré en fin de match pour faire souffler un peu Lamine Yamal, mais si tu gagnes 3-0, ouais, à la 75e, tu peux faire rentrer Pau Victor 15-20 minutes, qui se dégourdissent un peu les jambes, qui puissent un petit peu jouer, tu vois. Quand tu as des matchs comme ça qui sont fermés, où tu dois revenir au score, en plus de ça, tu reviens, mais tardivement, on va dire, dans le match, est-ce que c'est le moment de faire participer tout le monde? Tu vois, l'objectif, c'est d'aller gagner. On sait que Lewandowski ne sortira quasiment jamais, qui jouera quasiment tous les matchs. Donc je pense qu'il y aura très peu de place pour un autre neuf. Pour ça que Victor Roque aussi est parti de toute façon, je pense, parce que vraiment Lewandowski va jouer quasiment tous les matchs 90 minutes. Derrière, Pau Victor, regardez, c'est pas pour rien qu'il remplace Lamine Yamal, hein, c'est que Lewandowski n'est pas remplacé. Donc Pau Victor va faire souffler Lamine Yamal, mais Lamine Yamal on en a besoin dans le match. Lamine Yamal a été monstrueux de par ses dribbles, c'est n'importe quoi s'il a fait. Et en plus de ça, il fait la passe décisive pour Dani Olmo, c'est lui qui déborde, c'est lui qui dribble, c'est lui qui provoque, c'est lui qui fixe toute la défense et qui sert donc Dani. Donc Lamine on en avait besoin, donc c'était pas le moment. Maintenant oui, Pau Victor il mérite de jouer un petit peu plus. Quand on voit ce que Pau Victor il a fait en pré-saison, et quand on voit un Ferran Torres par exemple en début de saison, on se dit peut-être que Pau Victor aurait plus mérité qu'un Ferran Torres. Maintenant il y a tout le monde parle de méritocratie, parle de ça, mais le coach, je dis pas qu'il s'en fout de la méritocratie, mais il y a le statut des joueurs, il y a le statut qui rentre en compte tout le temps. Il y a très peu de coachs qui vont vous dire, qui vont mettre un mec comme Pau Victor devant un Ferran Torres, devant un Lewandowski, juste parce que Ferran Torres il enchaîne les mauvais matchs. S'il est remplacé, je pense pas que ça soit par Pau Victor. Enfin, ça se trouve, oui, mais j'y crois quand même pas. Je pense que ça sera Rafinha ou un autre gars qui va jouer à sa place, mais pas Pau Victor, tu vois. Donc Pau Victor, il sera vraiment utilisé comme doublure. Maintenant, ça serait bien qu'il ait un petit peu plus de temps de jeu pour qu'il reste un petit peu dans la dynamique, quoi. Parce que s'il joue 3 minutes par match, il va juste moisir sur le banc, quoi, et c'est tout. Et il pourra pas apporter, tu vois. Enfin, s'il a aucun rythme, ça va être difficile pour lui de rentrer. Si tu rentres 5 minutes dans un match, difficile de montrer ce que tu vaux, et c'est évident. Mais c'est souvent ça, hein. C'est souvent ça, parce que je pense que quand on arrivera à mener dans un match plus largement, prenez le match de ce week-end, même si j'y crois pas parce qu'on va jouer contre un gigabus Valladolid, mais si on arrive à mener facilement le match 2-0, imaginez 2-0 à la mi-temps, tu mets un petit troisième autour de la 60e, là vas-y, tu fais des changements, tu vois. Si tu galères jusqu'à la fin du match, tu vas pas sortir tes meilleurs joueurs, c'est logique en soi. Question de Samy ensuite, et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Parce que ça fait déjà plus de 45 minutes que j'enregistre. Donc il dit, est-ce que Olmo n'est finalement pas le joueur qui manquait à cet effectif? Difficile à dire. Le style de joueur, ouais, c'est possible. Après, ça dépend toujours de comment tu veux jouer. Mais le joueur qui manque à cet effectif, c'est un 6. Bernal a très bien fait le taf en début de saison, mais voilà, il est encore jeune, inexpérimenté. Bon, en plus de ça, il s'est blessé, évidemment. Mais si on avait ramené vraiment un vrai 6 qui sait jouer de la manière dont on joue, quoi. Si tu ramènes un 6 qui sait pas aligner 3 passes, c'est compliqué. Mais si tu ramènes un vrai 6, un mec comme... je donne des exemples à chaque fois, c'est toujours les mêmes, mais je sais qu'ils viendront pas, mais je donne juste un exemple de type de 6, mais un mec comme Zubimendi, un mec comme Rodri, ça serait le truc ultime. Tu ramènes un Rodri au milieu de terrain, là c'est le joueur qui te manque, je pense. Mais en termes de profil, je pense que c'est un joueur qui va faire beaucoup de bien à cette équipe, parce que c'est un joueur qui correspond aussi parfaitement à ce que cherche Flick. Pour moi, c'est un joueur aussi qui correspondait à ce que voyait peut-être Xavi,
Donc ça aurait été sympa aussi, mais ouais, c'est un joueur qui, dans ce football un petit peu vertical, dans ce Barça-là, qui manque un petit peu de créativité, qui manque un petit peu de joueurs qui font la différence. Hein. On en a parlé souvent, mais ce qui manquait au Barça, c'était non seulement des joueurs expérimentés, parce que forcément on a beaucoup de jeunes, des joueurs qui savent contrôler les matchs, tout ça. On avait quand même Pedri, on avait Gundogan, on avait des mecs comme ça, donc ça fonctionnait. La saison dernière, on n'avait pas de 6, donc c'était compliqué, mais ces joueurs-là aussi, qui par moment, quand on tombe contre des bus, des joueurs qui vont faire la différence dans les petits espaces, qui vont essayer d'aller marquer aussi, parce qu'on avait quand même très peu de joueurs qui marquaient des buts, même la saison dernière. Il n'y avait pas beaucoup de buteurs dans le club, dans cette équipe. Donc là, on a Lamine Yamal qui prend encore plus d'ampleur, plus d'importance dans cette équipe, qui est un excellent dribbleur. Il démarre très fort cette saison. Mais derrière, il y a que Lamine, quoi. Donc avoir un Dani Olmo qui va aussi apporter ses petits dribbles, c'est comme à l'époque de Messi. Bon, on va exclure Neymar, disons. Sans Neymar, parce que avec Neymar c'était encore pire, mais on avait Messi qui driblait. Je dis pas qu'on doit reproduire absolument ça, mais c'est juste pour donner un exemple. On avait Messi qui faisait des différences, et au milieu de terrain on avait un Xavi qui contrôlait le tempo du match, qui distribuait. On avait aussi un Busquets derrière très intelligent, et on avait un Iniesta qui, au milieu de terrain, sans vouloir comparer Dani Olmo à Iniesta, mais un Iniesta aussi qui faisait des différences. Donc on n'avait pas qu'un seul joueur, parce que là, mettez tout le monde sur Lamine Yamal, et le reste, ils vont juste se faire des passes et pas savoir dribbler, tu vois. Que là, t'as plusieurs dangers. Ça peut venir de Lamine Yamal, ça peut venir de Dani Olmo, ça peut venir de Pedri avec une passe par exemple, un appel de Rafinha dans le dos, tac, une passe de Pedri. Donc ça c'est plus intéressant quand tu as plusieurs joueurs dans ton équipe qui peuvent apporter du danger par des dribbles, par des petites différences sur des contrôles orientés, des choses comme ça. Que ça soit sur les côtés, à l'intérieur du jeu. Donc je sais pas si c'est le joueur qui manquait à cette équipe, mais c'est sûr qu'on manquait d'un joueur avec de la créativité. Et qui peut t'apporter aussi des buts. Ça c'est clair que oui, ça nous manquait. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve tout à l'heure pour le live Ligue des Champions, tirage au sort. Et puis ce soir peut-être pour du Club Pro, si vous êtes intéressé, sur Twitch à 21h. D'ici là, passez une très bonne journée, à la prochaine. Ciao.